Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Elsker, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 de Philopolitique, donc on est à l'épisode 10, c'est le dernier épisode comme je viens de le dire, et on va parler de travailler plus, de l'augmentation du temps de travail, malgré le chômage. On va se demander si travailler plus malgré le chômage a un certain sens, quels sont les arguments derrière de certaines personnes. Je vais pas montrer... je vais pas donner tous les arguments de chaque partie puisque je ne les connais pas moi-même, je vais juste y réfléchir avec vous, on va essayer d'y voir un peu plus clair, d'essayer de répondre à cette question, travailler plus malgré le chômage ? Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais, n'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez, mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Là, au premier abord, on dirait que c'est un non-sens. Pourquoi travailler plus malgré le chômage ? C'est n'importe quoi. Travailler plus, c'est une possibilité de plus de licenciements. Bah oui. Parce que du coup, on a moins besoin de personnel, moins besoin de salaire, de salariés, Voilà, on n'a pas beaucoup besoin de travailleurs, d'employés. Dans une entreprise, si chacun travaille plus, on peut en supprimer 10 postes, par exemple. Du coup, il y aura possiblement plus de licenciements, donc plus de chômage. Et même s'il n'y a pas plus de licenciements, faire travailler plus les gens, c'est pas inciter à l'embauche. Et non. Donc il n'y a pas de baisse du chômage non plus. Bon, ça c'est ce qu'on se dit, dans un premier temps, quand on est face à la question, quand on nous dit, on va augmenter le temps de travail. On se dit, mais il y a du chômage, mais c'est pas cohérent. Eh bien, ils ont quand même des arguments. Les personnes qui veulent que on travaille plus. Par exemple, augmenter le temps de travail dans la journée, passer de 35, je sais pas, à 38 heures, par exemple. Eh bien, il existe des arguments, cependant. Alors, d'abord, une liberté pour l'entreprise comme le salarié de faire travailler ou de travailler plus. Donc là, c'est un argument assez simple, c'est une idée d'avoir plus de liberté. Si l'employé veut travailler plus, il peut travailler plus. Si l'employeur veut faire travailler plus son salarié, son employé, eh ben, il peut le faire. Tout simplement, c'est une volonté de liberté. Autre argument, s'il y a plus de travail pour le même coût. Si une personne travaille plus pour le même coût, donc. Il y a donc plus de production, donc une croissance économique. Bon. Cette idée que, si une personne travaille plus, on n'aura pas à la former, notamment, et elle va produire plus pour un même temps. Donc, au final, ça va produire plus, il y aura plus de production, donc de la croissance économique. Ensuite, dernier argument que je vais vous donner, s'il y a plus de production, du coup, il y a plus d'offres. S'il y a plus d'offres, il y a plus de bénéfices également. Et vu qu'il y a plus de bénéfices, on peut plus embaucher pour produire encore plus. Donc, s'il y a plus d'embauches, il y a moins de chômage. Vous voyez le raisonnement ? Mais ces arguments ont des limites. Et je vais vous les donner maintenant, quelques-unes que j'ai trouvées. Le salarié est déjà libre de travailler plus. Oui. Ça, c'est pour contrer l'argument de la liberté de travailler plus. Ou de faire travailler plus. Qui est pas tout à fait la même, hein. Liberté de faire travailler plus, c'est un peu étrange. Ça nous rappelle un peu des heures sombres de l'histoire, comme l'esclavage. Mais, ce n'est pas l'esclavage non plus, puisque c'est simplement un accord entre l'entreprise et le salarié, qui pourrait lui partir. Bref, mais le salarié est déjà libre de travailler plus. Ça s'appelle les heures supplémentaires. Donc cette proposition de travailler plus de pouvoir travailler plus pour que tout le monde soit libre de choisir combien de temps il travaille, etc., c'est pas un argument qui est recevable. Ce serait une liberté, d'accord, pour l'entreprise, mais pas pour le salarié. Qui lui a déjà le choix de travailler plus, il peut oui, il peut travailler plus, bien sûr. Les heures supplémentaires, ça existe. Est-ce qu'il a envie ? Ça, c'est une autre question. Après, pour contrer,
l'idée de plus de travail pour le même coût, donc plus de production, donc la croissance économique. Cet argument-là, le truc c'est que pour qu'il y ait une réelle croissance de la production, il faut une croissance de la demande en parallèle. En effet, si vous avez plus de production, vous avez plus d'offres, mais s'il n'y a pas plus de demande en face, personne ne va acheter votre offre. Sauf si vous exportez et qu'il y a une demande à satisfaire ailleurs. Là, ça peut être intéressant, je le conçois. Mais s'il n'y a pas de demande non plus dans les autres pays pour des produits venant de votre pays, là, il n'y aura pas de croissance. Aussi, pour contrer également cet argument-là et aussi celui qu'il y aura plus d'embauche, moins de chômage, on peut continuer le raisonnement et dire que pour qu'il y ait embauche, il faut qu'il y ait moins de chômage, il faut qu'il y ait une croissance économique supérieure à la croissance économique induite par l'accroissement du temps de travail de la main-d'œuvre déjà utilisée. Je sais pas si c'est très clair, c'est assez long comme phrase, je l'ai prise en note, pour pas me tromper. Mais pour vous expliquer, les personnes qui sont la main-d'œuvre qui est déjà utilisée, donc c'est-à-dire tous les salariés, tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent, tous les travailleurs, par exemple de France, si on imagine que ça passe en France, ou allez, disons d'Allemagne, travailleurs d'Allemagne, ils vont travailler plus, puisqu'on augmente le temps de travail maximal. Et une grande partie, même une majorité, va travailler plus. Eh ben, la production qui va être faite grâce à ce travail, si on imagine qu'il n'y a aucun licenciement à côté, bien sûr, elle va induire une croissance économique. On est d'accord. Mais si, imaginons une croissance économique, on va prendre un exemple, ce sera plus simple, une croissance économique de 1%. Bon, ça va, c'est pas beaucoup, malheureusement, mais c'est une croissance économique de 1%. Enfin, malheureusement, chacun son point de vue. C'est une croissance économique de 1%. Et donc, imaginons qu'il y ait une croissance économique dans le pays de 2%. Eh bien, il y a 1% de croissance économique en plus que ce qui a été permis par l'accroissement du temps de travail. Et qui s'est retrouvé, du coup, on peut embaucher. Mais si, par exemple, il y a, avec l'accroissement du temps de travail, 3% de croissance qui est induite directement par cette production supplémentaire des travailleurs qui sont déjà employés, eh bien, là, imaginons qu'il y ait que 2% toujours de croissance du pays, de croissance du PIB du pays, eh bien on a 1% de production en plus, de croissance induite en plus, qui se répercute pas dans le PIB. C'est-à-dire qu'il y a eu des licenciements que le PIB n'a pas, et donc il y a eu plus de chômage, au contraire de plus d'embauche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les travailleurs, en travaillant plus, produisent X de croissance économique dans le PIB, X pourcentage de croissance économique dans le PIB, mais si on remarque que la croissance économique du PIB du pays est inférieure ou égale à cette croissance économique induite par l'augmentation du temps de travail, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'embauche et qu'il y a peut-être même licenciement. S'il y en a plus, il y a possibilité d'embauche. Ça veut dire qu'on aurait relancé la croissance. Pour conclure, on voit apparaître dans la question du temps de travail la division entre les partisans de la politique de l'offre, libérale du coup, politique libérale, politique de l'offre, et celle de la demande qui est économiquement keynésienne. Pour vous rappeler vite fait, la politique de la demande d'abord, oui, on fera l'offre après. La politique de la demande, c'est favoriser le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment, par exemple, en faisant quoi? En augmentant le SMIC, en augmentant les salaires des fonctionnaires, par exemple, etc. Ce qui permet d'avoir un accroissement de la demande, ce qui permettrait, du coup, de relancer l'économie. Ceux qui sont partisans de la politique de l'offre, eux pensent qu'il faut alléger les charges sur les entreprises, diminuer des impôts pour que ça puisse libérer l'énergie de l'entreprise, ça puisse la rendre, que l'entreprise soit plus libre du coup d'investir ça permette aussi de créer des entreprises pour que du coup il y ait plus d'offres pour répondre à la demande qui est soit déjà existante, soit qui va naître du fait de cette offre. Parce que les gens ont peut-être de l'argent en stock qu'ils ne dépensent pas parce qu'il n'y a pas d'offre en face et qu'on ne leur a pas créé la demande. Ça c'est pour la publicité, peut y avoir un rapport. Bref. Donc là on voit bien apparaître une division entre ces partisans pour la question du temps de travail. Entre ceux qui sont pour la politique de l'offre et la politique de la demande. Mais, sans trancher sur l'une des deux, est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir la demande et l'offre? Parce que si vous avez une politique de la demande trop forte, et ce sera là mon dernier raisonnement avant la fin de cette vidéo, pour la fin de cette vidéo même, c'est que si vous avez une politique de la demande trop forte
vous déclenchez à fort pouvoir d'achat, mais du coup derrière, les entreprises, par exemple, elles peuvent être soumises à des charges plus importantes. Des charges ou des cotisations sociales, peu importe le thème, charge c'est plutôt négatif, du coup pour l'entreprise, cotisation c'est positif du côté pour les consommateurs, pour les salariés, pour les travailleurs, et non pour l'entreprise elle-même et les actionnaires. Donc s'il y a une augmentation de charges sociales, s'il y a tout ça, l'entreprise peut être, lors d'une politique de la demande trop forte, beaucoup trop freinée au point qu'il y ait possiblement des faillites, des licenciements, ou tout simplement une augmentation de l'offre qui ne suivent pas, les entreprises n'arrivant plus à se créer à cause de charges trop importantes. Donc la question est, ne faut-il pas plutôt associer à une politique de la demande une politique de l'offre simultanément? Permettre aux entreprises de se créer et permettre à la demande d'exister, pour qu'il y ait une croissance économique à la suite. Après, je vous rappelle un de nos épisodes sur la croissance infinie, où je vous ai parlé de la croissance infinie, si elle était possible ou non, et à la fin j'ai conclu, je n'avais pas entendu cette conclusion, si vous ne l'avez pas écouté, que la croissance est-elle vraiment importante? C'est là la question que j'ai posée, est-ce que la croissance est-elle vraiment importante? Est-ce que la croissance est-elle vraiment importante? Et je vous la repose maintenant. Comment est-ce qu'on veut faire de la croissance? Pourquoi faire de la croissance? Etc. Quoi produire? Pourquoi le produire? Parce que la croissance pour la croissance, ça paraît assez idiot, assez infantilisant, assez mécanique, presque bestial. On veut de la croissance parce qu'on veut de la croissance. C'est un raisonnement qui est ridicule en soi. On veut pas quelque chose pour cette chose-là. Enfin, la croissance, c'est juste la croissance de la production. Si derrière, elle sert à rien, enfin, si elle remplit pas des objectifs précis, ça ne paraît pas être quelque chose d'intéressant pour la société. Sauf si derrière, vous imaginez que la croissance économique permette que les personnes soient plus riches et donc plus heureuses, etc., etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ça pourrait être une autre question pour une possible autre saison. J'espère que cette vidéo vous a présenté quelques arguments, vous a aidé à réfléchir un tout petit peu, ou vous a donné envie de plus y réfléchir, de vous intéresser aux arguments de chaque partie qui sont pour un accroissement du temps de travail dans la journée, et ceux qui sont contre, voire qui veulent une diminution. Ces personnes sont pour une politique soit de l'offre ou pour une politique de la demande, en général, je pense. Et certains sont juste pour une politique de la diminution du temps de travail parce qu'ils pensent que ils n'ont pas une idée de politique économique, hein. Ils ont plutôt une idée de réduire la peine du travailleur. Bref, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait réfléchir sur ce sujet. Merci à tous d'avoir écouté. Pour cette fin de saison, j'aimerais bien avoir quelques conseils, notamment pour si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi. Mettez des pouces rouges si vous trouvez que c'est vraiment pas bien. Mettez des pouces bleus si vous aimez beaucoup, bien sûr. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Je le dis jamais, mais là je le dis. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous pensez que ça vous intéresse de savoir ce que je pense, mais que du coup il faudrait peut-être que j'écrive plus au lieu de juste prendre quelques notes, pour que ce soit mieux construit. Merci à tous d'avoir écouté, c'était Elsker, et à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres podcasts, pour d'autres contenus sur cette chaîne Epistos Kratos. Allez, salut.